Donc aujourd'hui, on va parler des aspects entourant, des informations entourant le cas de Hélène Mona, qui a été assassinée, bon, ben, évidemment, beaucoup trop jeune, en septembre 1877 à Chambly, dans la région de Montréal. On va voir surtout la différence. Ce que ce cas-là nous permet, au point de vue documentaire, c'est de voir la différence de la qualité aussi des informations en lien entre les journaux et l'enquête de coroner. Donc ici, on va voir qu'à l'époque même de son meurtre, les journaux ont été assez avares de commentaires. Je pense qu'on n'a même pas prononcé son nom dans les journaux. Ça a pris des années avant que le nom d'Hélène Mona apparaisse enfin. On va le voir ensemble. Donc, et l'importance de l'enquête de coroner, ce que ça peut nous apprendre aussi de plus dans cette affaire-là. Donc, c'est toujours important de voir la différence et de voir tous les compléments d'enquête ou de documents qui peuvent qu'on doit réunir là, pour se faire une histoire un peu plus juste, reconstituer un peu les événements. Évidemment, dans cette affaire-là, comme dans certains cas je sais qu'il y a beaucoup de cas de non résolus de 1977 qui ont fasciné, qui ont suscité des documentaires, etc. Le cas d'Hélène Mona, évidemment, fait partie de ça. Ça n'a jamais été résolu. On ne jouera pas aux enquêteurs privés aujourd'hui. On va s'en tenir aux faits. C'est ce que je fais normalement. J'essaie d'accorder de l'importance aux faits. Oui, il y a de l'information qui ont sorti. Qui a sorti en dehors des documents officiels, tout ça, on n'accordera pas d'importance à ça parce que, bon, c'est une question de fiabilité. On ne sait pas si ces informations-là seraient vraiment fiables. Il y en a qui s'en pètent les bretelles, comme on dit, mais il faut faire vraiment attention parce qu'on ne sait pas si ça serait recevable, par exemple, dans le cas d'un procès devant un juge. Alors que, bon, les informations contenues dans une enquête de coroner, normalement, c'est assez fiable. Si vous en doutez, ben peut-être allez vous faire vacciner. Vous êtes peut-être un anti-vaccin, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut faire très attention. Oui, je comprends que des fois, surtout pour les cas non résolus, on veut tellement aider, on veut tellement bien faire. On s'accroche à n'importe quelle information, mais il faut rester, malheureusement, les deux pieds sur terre. Alors, on va voir ensemble, on va commencer par l'article qui en a parlé en premier en 1977. Donc, en commençant, on se retrouve ici avec un article publié le 12 septembre 1977, donc au lendemain du meurtre de Hélène Mona. Donc, on se retrouve ici avec un premier article dans l'affaire Hélène Mona, qui a été publié, bon, le lundi 12 septembre 1977. La raison, donc c'est le lendemain de son meurtre. La raison pour laquelle il n'y a pas eu d'article la veille, c'est parce que le dimanche, la presse à cette époque-là ne publiait pas. C'était la seule journée de congé. Donc, la journée même du meurtre, il n'y a pas rien eu. Le lendemain, on a droit à ceci. Donc, cadavres au pluriel à Chambly et Rawdon. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les deux, mais on parlait de deux cadavres qui avaient été retrouvés. Le second, c'est ici, le Robert Cormier, 27 ans, dans la région de Rawdon. Mais bon, bref, on va s'en tenir ici. Hélène Mona, le nom n'apparaît pas du tout, mais c'est quand même la première mention que j'ai trouvée là, qu'on parle de sa découverte. Et on va la lire ensemble parce que c'est pas tellement long. Les cadavres d'une jeune fille et d'un homme ont été découverts au cours de la fin de semaine dans la région de Montréal. À Chambly, près de la rue Bourgogne, des policiers ont retrouvé le corps nu d'une jeune fille vers 8 heures dimanche. La victime, dont les vêtements étaient disséminés un peu partout, ne portait aucune pièce d'identité. Âgée entre 16 et 20 ans, cheveux roux, la jeune fille semblait avoir été malmenée puisqu'elle portait plusieurs marques de violence. L'autopsie pratiquée aujourd'hui devrait révéler la cause exacte de sa mort. Bon, ici, on doit se transporter parce qu'après l'annonce, on n'a comme pas fait de suivi, je pense, dans les journaux. En tout cas, dans les journaux qui sont mis en ligne aujourd'hui sur le site de BANQ, évidemment, ils ne sont pas tous là. Il en manque quelques-uns encore, comme les fameux Allo Police, les photos police. Mais bon, ici, évidemment, on comprend que BANQ s'est concentré sur les sources plus fiables, donc, disons. Donc, ici, on se transporte en 2017 dans le journal de Chambly. Meurtre non résolu à Chambly, des souvenirs de sa sœur décédée dérobés. Donc, ici, on parle surtout
C'est une façon, évidemment, très compréhensible de remettre l'affaire à jour. C'est la sœur de Hélène Mona, donc, qui milite depuis longtemps. Je ne sais pas si elle milite encore, mais bon, pour faire essayer de pousser l'enquête et tout ça. Donc, je lui lève mon chapeau. D'ailleurs, c'est pas évident de mettre toutes ses énergies dans ça. Mais en plus, elle s'était fait voler des souvenirs, donc c'est assez cheap là, de la part de ceux qui ont fait ça. Parce que, bon, c'est les seuls souvenirs qu'elle avait de sa sœur et tout ça. Donc, voilà, elle revenait sur le fait que, bon, ça faisait 40 ans, on le voit ici, là. Toutes les... On comprend aussi, bon, l'impact que ça a sur les... Ça fait des victimes collatérales, évidemment, là, ces affaires-là. Surtout quand c'est pas résolu. Imaginez un meurtre qui survient comme ça, on s'y attend pas, c'est comme une mort subite. Mais bon, il y a l'aspect criminel qui vient jouer dans ça aussi, donc ça met de l'huile sur le feu, c'est encore pire parce qu'il y a un aspect criminel, il y a quelqu'un qui est menaçant dans ça, ça ajoute une menace. Bon, et quand on le sait pas, ben là, c'est encore à un autre niveau, je pense, c'est encore pire, parce que là, on peut, écoutez, je pense qu'on passe notre vie vraiment à penser à peu près à toutes les hypothèses possibles, donc ça devient pratiquement une obsession. Donc voilà, les journaux, écoutez, les journaux en ont sûrement plus parlé. Ici, on voit, bon, d'ailleurs, Hélène Mona, une très belle photo d'elle. Et même les sœurs ici ensemble là, qui faisaient de l'équitation, évidemment, avant le décès d'Hélène en 1977. Donc là, les journaux, je ne passerai pas tous les articles de journaux, évidemment, parce que, bon, on va se tourner vers l'enquête de coroner qui va nous en apprendre beaucoup plus. Bon, voici à quoi ressemble l'enquête de coroner sur la mort d'Hélène Mona. Et évidemment, la première partie, on voit toujours l'identification, là, les informations d'usage, si je peux dire ça de cette manière-là. Donc, elle avait 18 ans, on voit même l'adresse où elle habitait, à Châteauguay, dans la localité, rue Châteauguay, pardon, dans la localité de Chambly. Ici, bon, ça, il y a des petites écritures là, que c'est pas nécessaire. La victime aurait été trouvée décédée, dévêtue et reposant sur le dos dans le parc Chambly. Rue, ici, il manque un petit bout, là. Bon, rue Maurice et Bourgogne, petite faute, à Chambly, le 11 septembre 1977, vers 8h30 du matin. Donc, c'est aussi la cause de la mort, asphyxie par strangulation. Donc, on a pas mal, voyez-vous déjà la différence entre les articles contemporains aux événements et le contenu de l'enquête de coroner. Déjà, on a beaucoup plus d'informations et en plus d'informations fiables. Ensuite, il précisait que, évidemment, c'était une affaire non résolue. Il signait, aussi, on voit en bas, c'est quand même assez important aussi, il a signé le 17 janvier 1978 son rapport de coroner, Maurice C. Laniel, qui était quand même un peu connu pour son époque. Là, je me souviens qu'il avait présidé comme coroner aussi le fameux double meurtre des gardes-chasse assassinés par Jacques Messrine et Jean-Paul Mercier. Excusez-moi. Donc ici, il écrit que le ou les auteurs sont encore inconnus. Donc, affaire non résolue pour cette date-là. Donc, il avait quand même attendu quelques mois pour conclure, mais bon, bref, si la police ne lui apporte pas de suspect, il ne peut pas aller plus loin. Donc, on voit ici, ça, je reconnais ça assez facilement pour ceux qui en ont déjà vu aussi. Ça va être facile. On reconnaît déjà le type de documents ou de dispositions des lettres. Ça, c'est du sténographe, transcription sténographique pure et dure. Donc, voilà, ça commence. Donc, ça veut dire que l'enquête de coroner s'est ouverte à un moment donné. Et on l'a ouvert ici le 16 janvier, malgré le fait qu'on n'avait pas de suspect. Donc, s'il y a eu des notes sténographiques, ça veut dire qu'il y a eu un début d'enquête de coroner, parce qu'on a pris en note tout ce qui s'est dit là, à ce moment-là. Et comme c'est pas très long, je vais la lire avec vous, parce que c'est quand même important, je pense, dans ce cas-ci. Donc, par le coroner, ça veut dire que c'est lui qui parle. Nous débutons ce matin l'enquête entourant les circonstances de la mort de Hélène Mona, 18 ans, en son vivant demeurant au numéro 1549 rue Châteauguay à Chambly, et dont le cadavre a été trouvé le 10 septembre 1977 à Chambly. Donc, déjà une variante, c'est-tu le 10 ou c'est le 11 septembre qu'on l'a trouvé? Bon, bref, on continue.
Une autopsie pratiquée sur ce cadavre par le docteur Jean Hould, pathologiste à l'Institut de médecine légale de la province de Québec, a déterminé qu'il s'agissait d'une mort violente par asphyxie par strangulation. Petite note au passage à propos du docteur Jean Hould. Je sais qu'il y en a qui ont remis, parce qu'il était connu à son époque, il a fait des autopsies, je pense que jusque dans les années 90. Il y en a qui ont essayé de salir son nom. Entre autres parce qu'il avait fait l'autopsie de Pierre Laporte là, dans la fameuse affaire d'octobre 70. À Trois-Rivières aussi, dans l'affaire du pont, on a essayé de le salir et tout ça, mais quand on s'en tient vraiment au fait, sa compétence n'a jamais été ébranlée, je pense, en tout cas moi, dans ce que j'ai étudié de ces deux affaires-là. Donc voilà, il ne faut quand même pas, parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont écrit, il y a quelques années pour me dire que c'était un incompétent, que c'était un corrompu, alors qu'on n'avait aucune preuve pour le prouver. Donc, s'il vous plaît, avant d'affirmer quelque chose, essayez d'accumuler des preuves puis de voir ça d'une façon plus objective, plus terre-à-terre, s'il vous plaît. Donc, Jean Hould, à ma connaissance, c'était quand même quelqu'un de très compétent. Donc, le docteur m'a fait parvenir son rapport que nous allons produire au dossier sous la cote C1. Ça, C1, bon, c'est, je pense, par déduction, à force d'en avoir lu, ça veut dire comme coroner 1. Donc, pièce à conviction à l'enquête du coroner numéro 1. Parce que dans les procès, on y va par P1, donc P pour procès, je pense, ou, bon, une autre abréviation. Je constate au dossier que le cadavre a dûment été identifié ici, même à la morgue, par son père, M. Roland Mona. L'an 1970, donc le 16 janvier, a comparu Gaston Rioux, lequel, après avoir, bon ça c'est les phrases d'usage, il donne son nom, donc Gaston Rioux, son occupation, il est agent à la Sûreté du Québec, unité des crimes contre la personne, son matricule, ici, et là le coroner commence à le questionner, donc, alors monsieur Rioux, vous êtes au courant du dossier de Hélène Mona? Oui monsieur. Vous êtes l'agent chargé de l'enquête policière dans cette affaire? Exact. Ce matin, êtes-vous prêt à faire l'enquête du coroner dans ce dossier? Et c'est là que ça se gâte assez rapidement. Non, monsieur. À date, nous avons fait enquête. Plusieurs personnes ont été interrogées, mais sans résultat tangible pour le moment. L'enquête se poursuit et dès que nous serons en mesure de vous présenter une preuve, nous communiquerons avec vous, monsieur le coroner. Et évidemment, comme vous vous en doutez déjà, le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de mise à jour ou il n'y a jamais eu rien de nouveau suffisant pour continuer cette enquête-là. Alors, le coroner conclut là-dessus. Vu le témoignage que vient de rendre l'agent Rioux, le rapport médical et les différents rapports qui sont au dossier, je rends le verdict suivant. Hélène Mona est décédée vers le 10 septembre 1977. Il s'agit d'une mort violente avec responsabilité criminelle de la part d'une ou de plusieurs personnes, encore inconnues pour le moment. Donc ici, au dossier du coroner, on a quand même joint un autre document qui, bon, est le rapport c'est marqué rapport de coroner, mais dans le fond, ici, c'est une procédure d'identification pour être sûr que c'était bien elle. On parle encore d'asphyxie par strangulation. Ce qui est intéressant ici, un groupe sanguin, cheveux, vêtements, analyse microscopique, oui. Ça veut dire qu'on l'a fait. On a fait aussi des groupes sanguins et tout ça dans le but. Bon, évidemment, on pense toujours qu'il va y avoir un procès dans ces affaires-là. Et il y a eu des photos de prise. On voit ça ici qu'il y a eu un petit X, là. Donc, il y a des photos de prise, évidemment, de l'autopsie ou du corps. C'est évident, mais qu'on n'a pas accès. Évidemment, on va avoir accès. Les plus jeunes, si vous vous intéressez aux archives, ça va être le moment de prendre des notes parce que vers l'an 2077, donc 100 ans après le cas, vous allez pouvoir accès au dossier de police et probablement aux photos qui sont à l'intérieur. Mais pour l'instant, on connaît cette petite frustration-là de ne pas avoir ces détails. Mais par contre, on peut comprendre d'un certain côté que c'est peut-être mieux comme ça. Bon, ici, on revient cause apparente. Donc, on a quelques détails de plus. Le cadavre, sexe féminin, âgé environ de 17-20 ans. Mais là, on l'a l'âge. Donc, elle avait 18 ans. Trouvé nu, étendu sur le dos. Donc, ça, c'est un autre détail qui arrive ici.
L'examen de la scène nous laisse croire que la victime fut traînée à cet endroit. Donc, il y aurait 2 scènes de crime. Ça, c'est important parce que ça permet de voir que c'est peut-être pas un crime d'opportunité ou un crime par un tueur désorganisé. Parce que les crimes de tueurs désorganisés, souvent, la scène de crime, tout est à la même place. La victime est laissée là sur place, l'arme du crime, mais bon, bref, tout ça. Donc, c'est quand même important à souligner. Il y aurait 2 scènes, au moins 2 scènes de crime dans tout ça. Donc, elle aurait été agressée ailleurs, tuée peut-être même dans un 2e endroit et abandonnée dans un 3e. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais évidemment, là, on parle de au moins 2. La 3e, on n'a aucune preuve de ça. Blessure apparente au visage, tête et au cou aussi. Mais on ne spécifie pas cependant. Donc, déposition d'un témoin, c'est Roland Mona, c'est le père, finalement, comme on vient de le voir. Ce qui semble assez triste dans cette affaire-là, c'est que on voit ici père, OK, indice sur le dos, au parc Chambly, rue Maurice, blablabla. Donc, c'est comme s'il avait été appelé à l'identifier sa fille, mais sur place, sur la scène de crime même. Donc, lui, il a vu la scène de crime. Normalement, en tout cas, je ne sais pas, mais les identifications se font plutôt à la morgue. Alors, pourquoi ici que ça s'est fait sur la scène directement? J'en ai aucune idée. Donc, maintenant, passons à... Finalement, c'est le rapport d'autopsie qui est adjoint, qui est joint au document, donc à toute l'enquête de coroner. Donc, l'autopsie, on le voit ici, s'est déroulée le 12 septembre. Hélène Mona, 18 ans, blablabla, la morgue, ça, c'est les numéros de dossier et tout ça. Donc, on va passer un petit peu. Il y a des phrases qui ne nous en apprennent pas beaucoup. Mais bon, renseignement sommaire, la victime aurait été trouvée décédée, dévêtue et reposant sur le dos. Donc, ça semble se confirmer, le fait qu'elle était sur le dos. Dans le parc, rue Maurice Bourgoin, c'est peut-être pas Bourgogne finalement, excusez-moi, Chambly, le 11 septembre. Donc là, on n'est plus le 10, là, on est vraiment le 11 septembre, ce qui semble être plus vrai, vers 8h30. Donc, les enquêteurs, là, on parle de M. Jean Hould, le docteur Jean Hould, qui écrit là, le document qu'on lit en ce moment, donc le rapport d'autopsie. Il précise que les agents Gaston Rioux et Jacques Marceau de la Sûreté du Québec, c'est eux qui enquêtaient sur cette affaire-là. Les photos ont été faites à ma demande et en ma présence par Fernand Mercier et portant les numéros blablabla, photos couleurs. Donc, on sait qu'il y a eu des photos couleurs de cette affaire-là, mais on n'y a pas accès. Donc, examen externe. Il s'agit du cadavre d'un adulte de sexe féminin mesurant 5 pieds 3 et pesant 125 livres. Les vêtements maintenant, le sujet est presque complètement nu. Il n'est vêtu que d'une blouse couleur marin retroussée en haut des seins. Donc, c'est une caractéristique souvent d'un homicide à caractère sexuel. Donc, il y a eu sûrement des attouchements quelque part, là. Effet personnel, montre bracelet Timex au poignet gauche, une chaînette de cou avec breloque telle que bague, encre, signe de zodiaque. Donc, elle avait ça dans le cou. Ces effets ont été remis au réceptionniste de la cour du coroner le 12 septembre. Surface corporelle, l'état de conservation est bon. Les lividités siègent en position dorsale, donc ça faisait quand même, c'est ce que j'en déduis. Les lividités siègent en position dorsale. Ça veut dire qu'elle était là, dans cette position sur la scène de crime depuis longtemps. Donc, presque au moment de sa mort. Est-ce qu'elle a été tuée là? Je ne sais pas. Mais les lividités sont dans le dos, puis elle a été retrouvée étendue sur le dos. Donc, ça correspond. Ça veut dire que son corps n'a pas été déplacé. S'il a été déplacé, ça a été fait rapidement au début, parce que les lividités s'accumulent assez rapidement aussi après le décès. Donc, les lividités, c'est le sang qui descend par gravité, ça colore. Donc, voilà, elle reposait sur le dos à cet endroit-là depuis assez longtemps. Quand je dis assez longtemps, c'est un nombre d'heures, là, parce que elle a, comme dans certains autres cas, Hélène Mona n'a pas disparu. Il n'y a pas un gros délai entre sa disparition et la découverte de son corps. Là. On ne parle pas de jours et de semaines, ici on parle d'heures, simplement. Donc, il ajoutait aussi que les rigidités sont présentes, rompables facilement et définitivement.
Elles sont cependant encore très marquées au niveau du maxillaire inférieur. L'examen génital maintenant. Là, on rentre dans quelque chose de plus personnel, mais c'est quand même important dans ces causes-là. On n'a pas le choix. C'est pas toujours le fun, mais bon. Un examen des organes génitaux externes et des prélèvements des sécrétions vaginales ont été faits avant toute manipulation du cadavre. Donc, il a commencé par ça. L'orifice hyménal est facilement dilatable. On ne reconnaît aucune lésion récente ou ancienne à ce niveau. Les sécrétions vaginales ont été prélevées à l'aide d'une tige montée et étalée sur deux lames. Donc là, c'est quasiment du langage de laboratoire. L'examen microscopique de ces prélèvements, pratiqué le même jour, s'est révélé négatif pour la recherche de spermatozoïdes. Donc, il n'y a aucun spermatozoïde qui a été trouvé sur la victime, mais ça n'empêche pas qu'elle a peut-être été violée quand même. C'est un écarte pas l'autre. Bon, maintenant, les marques traumatiques. Elles siègent au visage, au cou, à l'épaule et au sein droit et correspondent aux lésions suivantes. Donc, tuméfaction échymotique bleutée des deux paupières de l'œil droit. Voilà, elle a été frappée, j'imagine, au visage. Les paupières sont fortement augmentées de volume et sont très difficiles à ouvrir. Ouais, elle a été maganée. La conjonctive oculaire est hémorragique. Placard d'érosion friction orienté de bas en haut et d'avant en arrière, intéressant la joue droite et remontant jusqu'au coin externe de l'œil droit. Ce placard mesure 6 cm de longueur par 2,5 à 3 cm de largeur. Placard d'érosion pression rougeâtre légèrement parcheminé, intéressant la joue gauche et se rendant jusqu'au bord inférieur de la branche horizontale du maxillaire inférieur gauche pour se rendre sous le menton jusqu'à la partie moyenne de celui-ci. À la joue, ce placard mesure 6 par 7 cm et a une longueur de 5,5 cm sous le menton. Ensuite, présence de multiples autres petites érosions rougeâtres disséminées sur le front et les joues. Dans le cou maintenant, dans la région du cou, à la face antérieure du cou, donc ça veut dire à l'avant, il ne faut pas chercher trop loin, présence de 4 lésions principales correspondant à des érosions pression ayant l'aspect de sillons, assez horizontaux et assez parallèles entre eux, quoique se confondant par endroits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas trop m'avancer vite, là, mais j'y reviendrai peut-être. À la partie antérolatérale gauche du cou, à peu près à la même hauteur que les lésions déjà décrites à l'avant du cou, présence de 4 érosions rougeâtres, plutôt linéaires et assez parallèles entre elles, et mesurant de 1 bon. Ces lésions ont-elles aussi l'aspect d'un sillon, tel un sillon de strangulation au lien. Bon, c'est en plein ce que je pensais. Parce que là, je le découvre en même temps que vous. Là, je l'avais déjà commandé, l'enquête de coroner, il y a plusieurs années sur Hélène Mona, mais bon, je ne me rappelais pas de tous les détails, évidemment. Donc, strangulation au lien, quand on parle de sillon, là, c'est probablement des sillons très définis. Ça fait comme une ligne, dans le fond. Et quand on parle aussi, ici, là, je vais revenir à horizontaux et assez parallèles entre eux, quoique se confondant par endroits. Se confondant, si mon interprétation est bonne, ça veut dire qu'ils se croisent, donc qu'ils empiètent peut-être un par-dessus l'autre. Ça voudrait peut-être dire qu'au moment que le tueur l'a étranglé, à un moment donné, il a relâché. Et s'il s'est aperçu que sa victime n'était pas encore décédée, bien, il s'est repris. Mais évidemment, en se reprenant, en resserrant encore, le lien ne se fait pas nécessairement au même endroit exactement que la première fois. Donc, ça fait une deuxième marque qui embarque par-dessus la première, si on veut. Ensuite, épaule droite, présence à la partie antéro-supérieure de l'épaule droite d'une érosion rougeâtre verticale et paracheminée et mesurant 5 cm de longueur. Région mammaire droite, présence au niveau du cadran supéro-interne du sein de 2 éraflures mesurant respectivement 2,5 et 4 cm de longueur. Le mamelon a une teinte échymotique bleu-noir. Au niveau de l'aréole, on reconnaît 5 petites lésions échymotiques dont l'une d'elles a l'aspect d'une petite éraflure de quelques millimètres de longueur. L'ensemble de ces lésions
à l'aréole et du mamelon est fortement suggestif d'un suçon. Alors, on pourrait en déduire que le tueur a fait des suçons là, sur les seins de la victime. Donc, voilà. Ça se passe de commentaires, je pense. L'incision de cette région a révélé qu'il s'agissait d'échymose sous-cutanée. Donc, le cuir chevelu, le crâne, aucune fracture décelée. Donc, elle a été vraiment étranglée. Il n'y avait pas d'autres aspects. On va passer un petit peu. On va aller maintenant à la conclusion. C'est sûr qu'il doit vérifier tous les organes, hein, que le cœur soit sain et tout ça, pour être sûr qu'elle n'est pas décédée de d'autres causes. Comme on le voit souvent dans les procès, hein, quand il faut se protéger un peu pour éviter que la défense... puisse faire, essayer de défendre son client en semant des doutes là, impossibles là, sur toutes sortes de pistes. Alors voilà, on va finir avec les commentaires, c'est-à-dire pas finir, on va aller voir les commentaires du Dr Huld. L'examen des organes génitaux externes ainsi que les prélèvements qui ont été faits à ce niveau n'ont pas permis de reconnaître de critères témoignant de violence ou d'approche des organes génitaux externes. La présence d'échymose des paupières droites, des érosions des joues et du menton témoignent de violence à ce niveau. Là, je voudrais juste m'arrêter ici, puis bon, oui, il n'y a pas de preuve qu'il y a eu un viol. OK, ça c'est clair. Par contre, ça n'empêche pas le fait que ce soit un homicide à caractère sexuel, parce qu'il faut toujours penser au motif de départ du tueur. Peut-être qu'il n'a pas réussi à la violer, mais que son idée de départ, c'était celle-là. Donc, il ne faut quand même pas écarter ça. Et je pense que c'est ça ici. Il y a quand même, il y a même une morsure au sein et tout ça. Alors, tu sais, il faut quand même pas... c'est pas une balade, là, après l'école, là. Il l'a pas enlevé simplement parler de météo. Donc, voilà, je suis pas mal convaincu que c'est un meurtre à caractère sexuel. Est-ce que c'est d'opportunité ou est-ce que c'est quelqu'un qui la surveillait depuis un certain temps? Ça, on ne le sait pas, par contre. Là. C'est plus aléatoire comme conclusion. Et ici, il termine son paragraphe en disant que la présence d'érosion parcheminée ayant l'aspect de sillon au niveau de la face antérieure et antéro-latérale droite du cou avec infiltration hémorragique des tissus sous-jacents témoigne de pression violente appliquée au cou à la hauteur du larynx, telle que reconnue dans les cas de strangulation soit manuelle, soit au lien. Donc, ça me donne l'impression qu'il ne pouvait pas se prononcer là, entre une strangulation manuelle ou au lien. C'est-à-dire au lien, vous aurez compris que c'est avec un objet, soit un lacet de bottine, une corde, n'importe quoi. Là. Donc, la conclusion du docteur à son autopsie, c'est qu'à la suite de l'autopsie que j'ai pratiquée sur le corps de Hélène Mona, nous avons attribué son décès à la cause suivante, asphyxie par strangulation. Alors voilà, c'était daté du 26 septembre 1977. Et sur Internet, évidemment, vous allez trouver encore, je vous invite à aller voir, là, vous amuser là, si vous voulez en savoir plus sur ce cas-là. Il y a quand même plusieurs sources là, qui en parlent parce qu'à l'époque contemporaine des faits, c'est malheureusement assez désert comme information. On l'a vu, là, les journaux. Et pourtant, c'est plate, là, mais c'est souvent les sources les plus importantes là, quand ça se passe à ce moment-là. Les plus fiables, si on veut. Donc, ici, sur le site de la Sûreté du Québec, on voit une fiche qui est consacrée à Hélène Mona. Bon, qu'on n'a jamais pu élucider, malheureusement. Il semble que ça n'ait pas vraiment avancé, cette affaire-là. Donc, dans différents journaux, différents blogs, là, vous allez trouver des textes et tout ça pour surtout qui concerne Nicole, sa sœur qui a milité beaucoup. On la voit ici, Nicole d'ailleurs, là, qui était assez impliquée. On va juste aller voir ensemble un petit peu, c'est quoi? Meurtre d'Hélène Mona, poste de commandement pour avancer l'enquête. Donc, c'était en 2015. Et voilà, elle a quand même fait relancer l'enquête avec ses efforts. C'est excellent, c'est même très louable. Mais bon, malheureusement, c'est rare que ça bouge. Certaines fois, ça fonctionne, mais voilà. Et il y a même d'autres créateurs de contenu où,
des amateurs que j'appelle là, qui aiment raconter les crimes et tout ça. Qui en ont fait, bon, déjà des capsules sur YouTube. Moi, je ne prétends rien réinventer de quoi que ce soit. J'essaie de me baser sur les documents et les documents officiels. C'est pas... en tout cas, quand j'ai commencé, il y a plusieurs années, personne ne faisait ça, de commander des enquêtes de coroner et de se fier sur des sources fiables. Maintenant, c'est un petit peu plus connu, peut-être. Mais encore, il y a beaucoup de manques. Mais quoi qu'il y en a qui le font très bien aussi. Bref, en tout cas, je ne vais pas commenter ce que les autres font sur cette affaire-là. Mais voilà, Hélène Mona, j'espère qu'un jour, on pourra arriver à quelque chose. Mais bon, j'ai déjà répertorié quelques centaines de cas non résolus dans l'histoire du Québec et c'est triste parce que très très peu finissent, quand ça fait un certain temps, très très peu finissent par trouver une solution ou une réponse définitive. Alors voilà, sur ce, je vous laisse sur une note peut-être un peu triste, mais bon, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et si toutefois vous avez des informations sur le meurtre d'Hélène Mona, comme sur d'autres qui n'ont pas été résolus, ben je vous invite à contacter les corps policiers concernés. Merci beaucoup. Au revoir.